conviction qui a été renforcée par ma fréquentation de quelques conférences internationales où j'interagissais avec des gouvernements. Ma conviction, c'est qu'il ne faut pas tout attendre des gouvernements et qu'au fond, la transition la plus prometteuse est celle qui vient, j'allais dire, d'en bas, des acteurs sociaux, de leur inventivité, des innovations dont ils sont capables. Alors, mes amis qui travaillent à partir de l'agroécologie me pardonneront ici de répéter ce que j'ai dit il y a quelques jours, une conférence à laquelle j'étais invité, qui lançait le certificat en agroécologie et transition que mes amis Philippe Barret et Pierre Sassard notamment pilotent. Mais je voudrais simplement rappeler qu'il y a une manière d'évoquer la transition qui est devenue tout à fait classique, au point qu'on a du mal à imaginer d'autres manières de changer le système agroalimentaire. Et cette façon habituelle de penser la transition, c'est en termes de niche d'innovation qui prépare dans des laboratoires protégés, dans des enclaves, si vous voulez, d'innovation, des alternatives qui, lorsqu'une crise va affecter le régime dominant au centre, va pouvoir permettre de développer des nouvelles solutions. Et c'est une approche qu'on appelle multiniveau parce qu'on distingue 3 niveaux à partir desquels la transition peut se penser. Il y a un niveau, si vous voulez, qui est les grandes variantes dont nous héritons, le paysage, pour traduire littéralement le terme anglais de landscape. Ce sont les évolutions sur lesquelles on a guère de prise et dont nous sommes, au fond, débiteurs, ou par rapport auxquels nous sommes, en quelque sorte, passifs, observateurs. Le deuxième niveau, c'est le niveau du régime dominant. Il y a, c'est vrai, un régime dominant aujourd'hui dans l'agroalimentaire qu'il est extrêmement difficile de faire bouger et qui paraît d'autant plus solide que les différentes composantes de ce régime ont co-évolué. J'expliquerai ça dans un instant, mais je rappelle simplement que ce régime est composé d'aspects technologiques, d'aspects économiques, d'aspects politiques, d'aspects culturels qui viennent se renforcer mutuellement. Je vais illustrer ça dans un instant. Et puis, troisièmement, on a ces niches d'innovation d'où le salut peut venir pourvu qu'une crise soit suffisamment forte pour ébranler le système dominant. Ça, c'est l'approche classique de la transition. On en viendrait presque à espérer des crises, tant ces crises représentent le seul espoir que nous avons qu'un changement puisse véritablement s'opérer. Et c'est vrai que le régime dominant est extrêmement verrouillé. Dans mon travail sur l'alimentation, j'ai tenté de mettre à jour les principaux verrous qui font obstacle au changement, et je distingue 4 types de verrous. Les premiers verrous sont d'ordre, si vous voulez, socio-technique. Ce sont les technologies, les machines qui ont été développées pour les grands acteurs de l'industriel et souvent par eux. Pensez aux infrastructures de stockage de communication, pensez aux grands tracteurs, pensez aux mécanismes de transformation de la matière première agricole en aliments comestibles. Ce sont des éléments sociotechniques qui sont présents et dont nous héritons qu'il est extrêmement difficile de remettre en cause. Il y a aussi des éléments socio-économiques. Les grands acteurs de l'agro-industriel sont des grands acteurs dominants parce que nous sommes dans une économie qui n'oblige pas ces acteurs à internaliser les coûts qu'impose leur manière de produire sur la collectivité, en termes de coûts de santé publique, en termes de coûts environnementaux, et parce qu'ils sont par ailleurs subsidiés, notamment par les subsides aux énergies fossiles dont ils bénéficient, qui sont des intrants tout à fait indispensables dans l'agriculture industrielle. Les prix mentent pour le consommateur, mais permettent de renforcer la position de ces grands acteurs de l'agro-industriel qui, par conséquent, peuvent maintenir et renforcer une position dominante dans le système et faire obstacle à l'émergence d'alternatives que je qualifierais déjà de paysannes. Troisièmement, on a des obstacles socioculturels qui sont souvent ignorés et pourtant ils sont importants parce que nous en sommes chaque jour, par nos actes, de consommateurs responsables. Après tout, ce système agro-industriel que nous cherchons à déplacer, à remettre en cause, est un système pour lequel nous votons par nos manières de vivre, de consommer. Et par conséquent,
par les signaux que nous envoyons aux producteurs auxquels nous achetons nos aliments. Après tout, qu'a-t-on vécu? On a vécu une évolution profonde de nos modes de comportement alimentaire qui a réduit le temps que nous passons à acheter les aliments, à les cuisiner, à les préparer et même à les consommer en famille. Et ce que l'industrie agroalimentaire nous sert, des plats préparés, des aliments fortement transformés, bien que l'on sache qu'ils soient moins bons pour la santé parce que plus riches en sel, en sucre, en graisses saturées, etc., sont des aliments dont nous raffolons et dont nous redemandons par nos actes de consommateurs. Et cet aspect socioculturel me conduit à penser que, quelque part, ce système, nous contribuons à le produire au quotidien. Enfin, on a des verrous sociopolitiques. Ces grands acteurs de l'agro-industriel ont une position économique dominante qui se traduit par un pouvoir politique extrêmement fort dans l'influence qu'ils peuvent exercer sur la manière dont les politiques agricoles et alimentaires sont définies.